Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur les antennes de l'Intelligent TV. C'est un plaisir pour nous de conduire cette nouvelle émission qui est intitulée Les Entretiens. Et nous recevons pour ce jour Monsieur Djebidje Olivier. Il est le député de Zenoula. Il est aussi candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et c'est à ce titre que nous le recevons pour cette émission. Monsieur le député, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, vous êtes candidat pour la présidentielle de 2025. Je précise qu'en 2020, vous étiez candidat. La tentative a échoué parce que vous n'avez pas pu récolter le nombre de parrainages qu'il fallait. Cette fois, vous revenez dans la course. Pourquoi? Pour les mêmes raisons qu'en 2020. Lesquelles? On a identifié des problèmes qui minent notre société et on a apporté des réponses à ces problèmes. Ce qui nous a permis d'élaborer un projet de société pour aider mes concitoyens à retrouver le bonheur. Quand vous parlez de problèmes, vous parlez de quoi concrètement? Soyez un peu plus explicite pour nous. Il y a tellement de problèmes qui minent la société qu'il serait un peu long de les énumérer. Oui, mais il y a des problèmes au niveau du développement durable, il y a des problèmes au niveau de l'éducation, par exemple, qui n'est plus en adéquation avec le marché du travail. Il y a des problèmes au niveau de la santé. Même si on a créé des centres de santé de proximité, on se rend compte que la santé n'est toujours pas gratuite, que nos hôpitaux ne sont pas très bien équipés, que le personnel de santé n'est pas très motivé. Donc on a toujours des problèmes au niveau de la santé, on a des problèmes aussi au niveau de l'économie. On a eu une croissance, mais malheureusement qui n'est pas inclusive. Il y a beaucoup de jeunes qui sont laissés pour compte, qui n'ont pas d'emploi. Donc c'est tous ces problèmes-là auxquels nous voulons apporter des réponses appropriées. Et là, vous nous présentez un tableau un peu sombre des 5 dernières années de gestion du président Alassane Ouattara, c'est ça? Non, comme je dis, chaque prédécesseur a apporté sa contribution à l'essor au développement de notre pays. Ça a commencé avec le président Houphouët-Boigny qui nous a permis d'avoir, pendant les 30 glorieuses, une forte croissance et une amorce de développement. On était déjà classé même un nouveau pays en voie de développement. Ensuite, il y a eu le président Bédié qui a permis le désentêtement de la Côte d'Ivoire et qui a développé les nouvelles technologies de télécommunication. Il y a eu le président Babo qui a apporté beaucoup en termes de démocratie et liberté des concitoyens. Et le président Alassane a apporté énormément en termes d'infrastructure et puis de relance de notre économie. Toutefois, malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que nous voulons prendre le relais et continuer le travail qui a été amorcé par nos prédécesseurs, en apportant, bien entendu, une touche supplémentaire pour le bien-être et le bonheur de mes concitoyens. Alors, c'est quoi l'offre que vous présentez au peuple ivoirien? L'offre, c'est un développement durable et partagé. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Le développement durable se base sur le triptyque éducation, santé, économie. J'ai évoqué tout à l'heure les problèmes dans le domaine de la santé. Si vous n'êtes pas en santé, vous pouvez ni étudier, ni vous former, ni travailler. Et vous coûtez cher parce qu'il faut encore dépenser des moyens pour vous soigner. Donc, au niveau de la santé, on va mettre beaucoup l'accent sur la prévention. Je vais décliner après, si on a le temps de parler un peu de mon programme. Au niveau de la formation, l'éducation, on s'est rendu compte qu'il y a plein de filières qui sont obsolètes, qui ne sont pas porteuses, qui ne permettent pas aux jeunes de travailler à la fin de leur cursus. Exemple. C'est ce qu'on appelle des masters de cabinet. Tous les sciences sociales, par exemple, la criminologie, la sociologie, à part écrire des articles, il n'y a pas de réel débouché dans notre société moderne. Là où on a des réels besoins, c'est dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'ingénierie. Là, on a des vraies carences et on n'a pas assez de concitoyens formés dans ces domaines. Donc, comme je le disais, il faut vraiment que la formation soit en adéquation avec les besoins de notre économie. Et c'est la réponse que nous voulons apporter. Quand vous dites qu'il n'y en a pas assez, est-ce que vous avez des chiffres écoutez, sur un besoin, par exemple là, on investit énormément dans les infrastructures. Sur un besoin d'environ 10 ingénieurs, la Côte d'Ivoire en est capable de fournir que 2. Le reste, ça sont des expatriés. Il y a des Européens, il y a des Marocains et il y a d'autres Africains d'Afrique subsaharienne. Donc, vous voyez, c'est un exemple. C'est un constat personnel ou... Non, ce sont des statistiques qui étaient disponibles. Il y en a d'autres encore. Fournis par des instituts de sondage que nous, on a consultés. Non, je ne fais pas la publicité à l'antenne. Je pense que ce n'est pas nécessaire, mais il y a mes sondages que moi-même j'ai effectués auprès des entreprises que je côtoie. Je suis sur le terrain.
Je connais beaucoup de jeunes ingénieurs qui sont chefs de travaux. Eux-mêmes nous font le constat que la plupart même des employés dans le domaine de la construction sont des non-nationaux. On trouve beaucoup de Béninois, de Togolais. Et moi-même, j'en ai fait l'expérience. Quand je vais effectuer des travaux à titre personnel, à chaque fois que j'ai recours à certains de mes concitoyens, j'étais déçu par rapport à la qualité. J'étais obligé de faire appel à des Béninois, à des Togolais pour avoir des bons peintres, pour avoir des bons staffeurs, pour avoir des bons ébénistes, ainsi de suite. Donc voilà, si vous êtes au contact des populations, vous allez vous-même faire ce constat. Vous n'aurez même pas besoin de faire appel à des instituts de sondage. C'est la triste réalité. Alors, l'un des sujets qui est sans doute sur lesquels le peuple voudra bien entendre les différents candidats à la présidentielle, c'est bien sûr le sujet du foncier qui fait débat jusqu'à ce jour. À ce sujet, il y a l'un des candidats déclarés à la présidentielle que vous connaissez bien puisque c'est votre collègue à l'Assemblée nationale. Je parle bien sûr de Assalé Timoko qui a proposé de suspendre toute vente de terre pendant 3 ans. Afin de mener un audit. Alors, quelle est votre position sur cette question et quelles sont vos propres propositions en matière de foncier? Déjà, il faut savoir qu'on a eu à voter une loi sur le foncier urbain en 2024. Et l'objet de motif de cette loi, c'était pour promouvoir les crédits hypothécaires. On a voulu rendre l'ACD inattaquable. Là encore, on a voulu traiter les conséquences au lieu de traiter les causes. Et par ailleurs, l'exposé de motifs n'était pas, je pense, conforme à l'esprit de la loi. Parce que la loi, à la base, est faite pour défendre les intérêts, les droits des citoyens, notamment des plus faibles, et non les intérêts économiques, quels que soient les bords. Donc déjà, l'objet était vicié. Et le problème des ACD, c'est pas qu'ils soient attaquables, c'est toutes les fraudes qu'il y a en amont qui font qu'il y a des litiges autour des ACD. Donc c'est ces fraudes-là, c'est ces malversations, c'est ces dysfonctionnements qu'il fallait corriger avant même de s'attaquer aux ACD pour dire qu'ils ne doivent pas être attaqués ou pas attaqués. Et lorsqu'on a eu ce projet de loi, qu'on a eu à voter ce projet de loi, malheureusement j'étais le seul député à m'y opposer. Parce que je savais qu'on allait être confronté à des problèmes après. Ça n'a pas manqué, il y a eu le problème de Djérobité, je crois vers Benjerville. Donc, vous voulez dire que vous avez été celui qui a alerté le premier. J'étais le premier à alerter. Vous avez dévancé Assalé Timoko sur la question. Bien sûr, mais en plus de ça, c'est même pas question. Le problème, on a parlé d'une conséquence de ce problème, mais ça ne réside pas simplement au niveau du ministère de la Construction. On a des propriétaires terriens qui vendent des terres à plusieurs acquéreurs. Et avec la complicité même de certaines personnalités des villages. On a des géomètres qui sont malhonnêtes, qui vont dépasser des bornes. On a des notaires qui vont faire des actes qui ne sont pas conformes. Il y a eu beaucoup de notaires qui ont été poursuivis en justice. Il y en a même qui ont dû s'enfuir. On a bien entendu des fonctionnaires, des fois véreux ou même incompétents. On a eu des fonctionnaires aussi au ministère des Finances qui interviennent aussi dans ce processus. Donc le vrai problème déjà, c'est la complexité et l'opacité du processus qui génère toutes ces failles qui permettent de faire en sorte que, bon, voilà, il y a autant de fraude. Donc, moi, c'est le processus même qu'il faut changer. Bien sûr qu'il faut faire un audit, mais geler toutes les transactions au niveau immobilier, bon, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est viable? Et vous imaginez les gens qui peuvent être... déjà, on a des problèmes de logement. Si on ne peut pas faire de transactions au niveau des terres, comment on va construire les logements qui sont nécessaires pour les populations? Donc, il faut être cohérent, il faut être, j'allais dire, pragmatique. C'est une proposition qui est un peu légère, à votre sens, c'est insuffisant? Mais bien sûr. Enfin, légère. Je ne veux pas juger la proposition. Moi, je dis on a besoin de logement. Donc, si on vous avez le droit de juger sa proposition. Vous êtes un citoyen. Vous devez donner aussi votre avis sur la question. J'estime qu'il y a quand même certaines failles. Et il faut traiter les problèmes en amont. Je vous parlais tout à l'heure, j'ai créé un mouvement qui s'appelle l'éveil, qui prône le changement de mentalité. Le vrai problème de nos concitoyens aujourd'hui, ce sont nos mentalités. On en a un système qui est corrompu et la corruption devient la norme. Et c'est cette norme-là qu'il faut changer. Il faut faire en sorte que ce ne soit plus aussi facile ou aussi normal d'être corrompu. Il faut prôner l'intégrité. Et une fois qu'on aura traité ce problème, tout pareillement au problème de tribalisme et d'incivisme, quand on aura traité ces problèmes, vous allez voir que beaucoup d'autres problèmes en aval vont être traités naturellement. C'est pour ça que je mets l'accent sur le changement de mentalité avant même de parler de mon programme de gouvernance. Vous savez, je peux avoir la plus bonne politique économique, la plus bonne politique sociale, mais si les personnes censées la mettre en œuvre ne sont pas intègres, elle sera vouée à l'échec. C'est pour ça qu'il faut changer d'abord les mentalités.
Alors quand on vous entend parler, on peut se dire que selon vous, le problème de foncier, c'est l'une des suites de la corruption en Côte d'Ivoire. Absolument. Comme la plupart des autres problèmes qui minent notre société sont issus de la corruption, du népotisme, du tribalisme. Donc pour vous, il faut d'abord changer la mentalité. Absolument. Et pour pouvoir arriver au bout de ce problème du foncier. Absolument. Mais au-delà Parce que ce sont les vraies causes. Ce dont vous parlez, ce sont des conséquences de la corruption. Ce sont les conséquences de la corruption. Oui. Les vraies causes, c'est la corruption. Si vous ne traitez pas le mal à sa racine, vous faites par exemple, vous traitez la douleur sans traiter la pathologie, bien sûr, vous allez calmer la douleur pendant quelques temps, mais le mal persiste et va revenir même en puissance. Donc ça sert à rien de prendre des antalgiques ou des analgésiques. Il faut prendre des vrais médicaments pour soigner le mal. Et le mal réside dans nos comportements. Est-ce que vous pensez que vous avez les moyens qu'il faut pour changer les mentalités? Mais vous pouvez le faire pendant combien de temps? Parce que si selon vous, le problème foncier en Côte d'Ivoire résulte de la corruption, cela veut dire que durant les 15 ans que le président Ouattara est au pouvoir, il n'est pas arrivé à juguler ce problème. En 15 ans, s'il n'est pas arrivé, vous allez pouvoir le faire encore. Mais c'est un long processus. Moi, quand je suis arrivé à la tête de la commune du Zunula, il faut des mesures concrètes. Mais bien sûr, mais je vous explique, je vous donne mon expérience. J'ai eu la chance d'être un élu local. Quand je suis arrivé à la mairie du Zunula, la norme, c'était bien entendu les passe-droits, les privilèges indus et ainsi de suite. Et même mes collègues, même mes adjoints au maire ou mes conseillers municipaux étaient habitués à ce système. Il a fallu que je tape du poing sur la table et il a fallu que je montre l'exemple pour que, in fine, les gens soient résolus et se remettent dans le droit chemin. Donc si on a pu gérer ce problème de corruption au niveau local, on peut le faire au niveau national. Et ça dépend. Mais là c'est à l'échelle nationale. Est-ce que vous avez la possibilité de contrôler tout le monde à la fois? Mais bien sûr. Souvent, on me fait la critique, on dit oui, vous donnez des exemples de votre localité, de Zunula, mais Zunula n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est là, moi, je vous dis, l'arbre a bien ses racines quelque part, mais ses bons fruits dépassent même les frontières. Si les fruits sont bons, ils peuvent être consommés, acceptés partout. Donc, je n'ai pas de souci. Ce qui a marché en Côte d'Ivoire, les fruits peuvent réjaillir à Zunula, les fruits peuvent réjaillir sur tout l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire. Ça dépend du leadership. Et le meilleur leadership, c'est le leadership par exemplarité. Quand vous êtes exemplaire, vous mettez une équipe exemplaire, le bas suit l'exemple. Vous parlez de leadership. Est-ce que si c'était le cas, vous auriez perdu le poste de premier magistrat de Zunula parce que vous l'avez perdu lors des récentes élections locales? Pourquoi vous riez, monsieur le député? J'ai eu une émission ici où j'ai dit que moi, j'ai pas perdu les élections. J'ai gagné les élections, mais le résultat ne m'a pas donné vainqueur. Ça, c'est notre débat. C'est un autre débat. Il y a eu même un contentieux. Les instances qui sont chargées de l'élection vous ont déclaré perdant. Je ne sais pas si c'est opportun de faire ce débat ici. C'est pas sur le débat. Non, c'est pas le débat, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que vous parlez de leadership. Oui, le leadership, comme je vous dis, ce leadership-là, non seulement a été assumé, mais a été apprécié. Un leader ne perd pas, monsieur le député. C'est ce que je dis. Est-ce que moi je vous ai dit que j'ai perdu? Vous avez perdu à Zunula. Oui, non, mais ça, c'est vos assertions. C'est ce que la commission électorale a dit. Les faits sont là. Les faits, non, les faits ne sont pas là. Les faits sont là, puisque vous n'êtes pas maire à Zunula. Les faits sont là. Oui, non, ne confondez pas. Ce sont les faits, monsieur le député. Oui, mais bon, si vous me les permettez de placer deux paroles, vous allez comprendre. Hein? Allez-y. Vous pouvez jouer un match, l'arbitre peut tricher, on va vous déclarer perdant, mais vous allez faire des réclamations. Tant que ces réclamations ne sont pas purgées, on ne peut pas dire que vous avez vraiment perdu le match. Surtout si, de manière flagrante, vous avez gagné le match. Et la preuve en est que si vous allez à Zunula, comme vous dites, vous ne pouvez pas avoir un bon leadership et puis vous allez perdre une élection. Mais allez à Zunula, renseignez-vous. C'est ce que j'allais vous demander. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Un vrai journaliste s'informe. Et si vous allez à Zunula, vous allez voir... Monsieur le député, c'est parce qu'on est informé qu'on a su que vous avez perdu à Zunula. Non, encore une fois, vous n'essayez pas de détourner le sujet. Je vous dis, c'est les populations qui votent. Ce sont les électeurs qui votent. Oui. Si vous allez à Zunula, vous vous renseignez, vous faites un sondage à l'aveugle, vous allez savoir que notre politique à la tête de la commune... Mais les élections sont des sondages. Les élections sont aussi des sondages. Il n'y a pas d'élections où il y a des fraudes. Moi, je ne peux pas qualifier ces élections de... Moi, je vous le dis, je vous le répète. Je l'ai déjà dit sur votre plateau. Je vous ai dit même que je suis allé en contentieux. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété. Vous voulez que je dise, c'est le contentieux, on veut parler du contentieux électoral à Zunula, c'est de ça on veut parler. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le leadership. Mais le leadership, je vous ai répondu. Quand on paie déjà au niveau local, on compte sur quoi vous faites semblant de ne pas comprendre. Pour la présidence. On compte sur quoi pour conquérir la présidence? Ne faites pas semblant de ne pas comprendre.
soyez sérieux pour vos téléspectateurs. C'est eux qui doivent comprendre. Donc, il faut les clarifier. C'est pour ça que et la clarification est que vous avez perdu les élections municipales à Zionoula. Je pense que j'ai beaucoup de respect pour les téléspectateurs. C'est pour ça que je ne vais pas être redondant. Je vous ai dit, je vous l'ai affirmé, la commission locale indépendante a dit que moi, j'avais perdu les élections. Moi, avec toutes les preuves à l'appui et avec un rapport de commissaire de justice qu'on appelait anciennement huissier, on a fait appel. Il y a une décision qui a été donnée, mais elle n'a pas été motivée, il n'y a pas eu les écritures. Je ne veux pas rentrer sur ce process-là, parce que pour moi, ce n'est pas important pour le moment. Ce n'est pas là le débat. Mais si vous voulez qu'on fasse une émission spécifique sur ce débat-là, j'aimerais bien que tous les protagonistes, aussi bien la commission électorale locale, les gens du Conseil d'État, puisque le contentieux au Conseil d'État, les magistrats du Conseil d'État puissent avoir les droits de réponse. Je ne veux pas revenir faire le procès de ces élections, mais vous, en tant que journaliste, si vous voulez bien faire votre travail, vous voulez savoir si notre programme a été apprécié au niveau des urnes, il est très simple d'aller faire un petit sondage. Vous pouvez prendre un échantillon, petit échantillon de 100 personnes, allez faire le sondage. Et vous allez voir que sur cet échantillon aléatoire, je pense que je suis au-delà des 80%. Donc quelqu'un qui a 80% d'intention, de bonnes intentions, perd une élection, il faut vous poser des questions. Mais là, ce sont faux chiffres, ce ne sont pas les chiffres du Conseil constitutionnel. Vous comptez sur quoi pour la présidentielle dans ce cas? Non, vous savez, je compte sur le peuple. Je compte sur la bonne foi de tous mes concitoyens. Arrivé un moment, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Arrivé un moment, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Quand on sera confronté, programme par programme, projet par projet, je compte sur le discernement de mes citoyens pour faire le choix le plus intéressant et le meilleur, non seulement pour la nation, mais pour eux-mêmes, puisqu'ils font partie de la nation. Donc je compte sur le discernement de mes concitoyens. Voilà. C'est sur ça que je compte. Alors, vous savez aussi que pour que la candidature soit validée, il faut passer l'étape de parrainage. Vincent Toby Irié, l'ancien préfet d'Abidjan, a annoncé aussi sa candidature pour la présidentielle. Il estime que le parrainage est quelque chose qu'il faut exclure du processus électoral parce que ça disqualifie certains candidats. Vous en pensez quoi? Vous savez, je n'ai rien contre le principe de parrainage, à condition qu'il soit fait de manière transparente et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Un parrainage n'est pas une élection. Si vous dites qu'on ne peut parrainer qu'un seul candidat, c'est comme si, en fait, on peut voter que, comme dans le vote, on peut voter que pour un seul candidat. Ça veut dire que le parrainage est un peu comme le vote. Il devient exclusif. Et dans ce cas-là, il doit être anonyme. On ne peut pas faire en sorte qu'un parrainage ne soit pas anonyme, que les parrains doivent s'identifier. Aujourd'hui même, on parle de tablettes. Vous imaginez les informations qu'on donne à une commission électorale déjà qui est comment ça s'appelle, contestée. Toutes les informations qu'ils ont sur le processus électoral, sur les électeurs, ils savent, les électeurs vont voter plus ou moins pour qui, puisque le parrainage est exclusif. Donc, on a transformé le parrainage en un vote, en un pré-vote. C'est comme si on a des élections par le biais des parrainages, et maintenant on sait les positions. On peut transformer comme on veut, si on a les moyens de le faire. C'est-à-dire si on a tous les moyens de contrôle sur les instruments qui organisent les élections. Donc moi, je pars du principe que, malheureusement, moi, j'ai pas participé au dialogue politique. Parce que, comme je dis, je suis indépendant. Bien que je sois élu, je n'ai même pas participé au dialogue politique. Alors qu'il y a des présidents de partis politiques qui n'ont même pas un élu, qui ne sont même pas représentatifs, ils ont participé au dialogue politique. Mais j'aurais participé au dialogue politique, ce genre de choses-là. En tout cas, ce ne serait pas passé, on se serait battu. Donc vous êtes contre le parrainage? Je ne suis pas, encore une fois, je l'ai dit, il faut essayer d'écouter ce que je dis. Je n'ai jamais dit que j'étais contre le parrainage. Le parrainage, à partir du moment où on le dissocie du vote, c'est-à-dire qu'il n'est pas exclusif. Un parrain peut décider que plusieurs candidats sont aptes à être, plusieurs personnalités sont aptes à être candidats à la présidentielle. Ils font leur choix. Ça, c'est pour valider la crédibilité des candidats. Une fois qu'on a validé la crédibilité des candidats, on passe au vote. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais quand vous transformez le parrainage en vote, parce que maintenant, il devient exclusif, il faut parrainer une seule personne. Et en plus de ça, on est en train d'espionner même les parrains. On va mettre des tablettes pour savoir exactement c'est qui a apporté son parrain à quel candidat. Et si jamais vous avez fait 2 parrainages à 2 candidats, vous vous retrouvez dans des situations délicates.
ce n'est plus du parrainage. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si une personne donne sa signature à 2-3 candidats, ça fait un peu désordre? Ça ne fait pas désordre. Parce que, comme je dis encore une fois, ce n'est pas l'élection. Si on a instauré le parrainage citoyen, c'est pour éviter des candidatures, excusez-moi le terme, un peu farfelues. C'est pour faire en sorte qu'il y ait des candidats sérieux et que le seul critère de sélection ne soit pas des critères financiers, matériels, comme la caution. Donc, ce n'est pas seulement parce que vous êtes riche que vous êtes crédible. Il faut avoir un minimum de base, il faut avoir un minimum d'arguments et un bon projet de société pour avoir l'adhésion de parrains. En France, par exemple, le parrainage, ce sont les maires qui parrainent les candidats à la présidentielle. Et un maire peut parrainer plusieurs candidats. Est-ce que vous craignez déjà, quand on vous entend, est-ce qu'on devrait comprendre que vous craignez déjà d'être mis à l'écart pour défaut de parrainage? Non, vous savez, déjà, vous avez dit que j'étais candidat en 2020 et que je n'ai pas été retenu. J'ai eu les parrainages justement dans les 17 régions requises, c'est-à-dire la moitié des régions, 1% de la moitié des régions et districts de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, dans 2 régions, il semble-t-il, d'après le Conseil constitutionnel, j'avais des doublons avec un autre candidat. Mais où est la preuve que c'est moi qui étais en doublon avec l'autre candidat? Où est la preuve que ce n'est pas l'autre candidat qui a des doublons avec moi? C'est ça le problème. C'est cette opacité-là qui pose problème. C'est pour ça que je dis, normalement, si on veut vraiment un processus de parrainage, on n'aurait pas dû mettre l'exclusivité sur le parrainage. Sinon, ça devient un vote. Et un vote qui n'est pas anonyme n'est pas inconstitutionnel. Parce que, par essence, quand vous votez pour un candidat, vous le faites dans l'isoloir et de manière anonyme. Mais là, on vous impose un vote qui n'est pas anonyme. Vous imaginez ce que ça veut dire? Je trouve que ce n'est pas normal. C'est des choses qu'il faut revoir. Alors, mais malheureusement, moi, j'ai aucun pouvoir. Je constate, je subis, mais j'y vais. Voilà, beaucoup de personnes se disent, mais malgré toutes ces entraves ou ces anomalies, pourquoi vous êtes candidat? Je dis, mais découragement n'est pas ivoire-roi. C'est pas parce que je suis face à certaines... Est-ce que vous ne cautionnez pas ce que vous appelez forfaiture? Non, vous savez, je l'ai dit à mes amis de tous bords que, ne serait-ce que pour le respect de nos concitoyens et des électeurs, il faut qu'on leur offre le choix. Il faut que toutes les sensibilités soient représentées à ces élections présidentielles pour ne pas avoir non seulement de frustration, mais pour avoir des institutions légitimes, c'est-à-dire qui ont leur pouvoir du peuple, comme en démocratie. Si malheureusement, il y a une forte partie des électeurs qui ne peuvent pas exprimer leur choix parce que leur choix leur a été privé, ça ne devient plus des élections équitables, légitimes et acceptables par tous. C'est ça le drame. C'est pour ça que moi, j'invite toutes les grandes formations politiques à présenter un candidat. C'est vrai, les règles du jeu, on n'est pas toujours mettre des règles du jeu. Il faut opter pour le plan B dans le parti politique. C'est ce que moi, je souhaiterais. C'est ce que je souhaiterais. C'est ce que je souhaiterais. Mais encore une fois, je ne décide pas pour les autres. Je décide pour moi. Il y a des choses qui ne me plaisent pas dans l'organisation de ces élections, mais par respect pour le concitoyen, par rapport aux projets et aux propositions, à l'offre politique que je porte, je dois le leur présenter. Et à eux de faire le choix, quelles que soient les circonstances. Alors donc le PPACI et le PDCI ne font pas bien d'être rigides sur leur position, pas question de plan B. Je ne juge pas, je vous ai donné mon opinion. Mon opinion n'a pas valeur de jugement ou de sentence. Je vous ai donné mon opinion. Ils sont en droit d'adopter la stratégie qui leur sied. Ils sont en droit de mener les combats qui leur sied. Moi, je n'ai pas à juger le comportement ni du PPAC, ni du RAGP, ni du PDC. Chacun choisit ses candidats en toute liberté. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de commission, on va dire d'institution, on va dire la commission électorale a invité les candidats déclarés à la présidentielle à transmettre la liste de leurs coordonnateurs et coordonnateurs adjoints pour une formation sur le mode opératoire de la collecte des parrainages. Est-ce que vous avez satisfait à cette demande? Bien sûr, mais mon coordonnateur central et son adjoint ont participé à la formation. C'est là que j'ai été informé qu'ils allaient mettre maintenant des tablettes à disposition où les gens allaient laisser peut-être leur empreinte digitale et ainsi de suite. Donc, c'est un renforcement de l'identification des parrains. C'est un renforcement du contrôle des parrains. J'allais dire, c'est un sondage en temps réel ou bien une identification des tendances. Et encore, est-ce que les gens sont libres
dans ce contexte-là. Si le vote n'était pas anonyme, est-ce qu'on allait avoir les résultats qu'on a? Hein, pour moi, je suis désolé, mais le processus me dérange. Malheureusement, je ne peux rien y faire. Alors, le processus vous dérange? Est-ce que le processus électoral qui est en cours, vous le trouvez transparent, crédible? Mais je vous fais part de certaines choses qui ne sont pas normales. Donc, voilà la situation. Mais je veux vous dire, hein, malheureusement, partout dans le monde, on voit un recul de la transparence et de la démocratie. On a pu observer, même toutes ces grandes démocraties, on a pu observer des fraudes massives. Je veux parler des États-Unis d'Amérique, je veux parler de la France, je veux parler d'autres démocraties européennes, où on a vu qu'il y a eu des fraudes, des cas de fraude. Mais j'ose espérer que ces fraudes-là vont rester toujours à la marge et que le choix du peuple va prévaloir. C'est-à-dire même pour ceux, les esprits chagrins qui veulent tricher, ils ne pourront pas imposer leur position au peuple, à la vaste majorité du peuple. Donc moi, je fais confiance au peuple et j'exhorte le peuple à exprimer son choix, quelles que soient les circonstances. Alors, quand vous parlez de recul démocratique, est-ce que vous pouvez le transposer en Côte d'Ivoire, vu le contexte actuel? Vous savez, depuis la venue du multipartisme, on a eu des élections vraiment toujours tumultueuses, parce que chacun veut tirer le drap de son côté. Et chaque parti en présence, chaque grand parti a eu à gouverner. Chaque grand parti a eu à organiser des élections. Mais je n'ai pas vu d'élection qui était totalement équitable depuis les départs du PTC. Et même à l'époque, quand on était en parti unique, il n'y avait pas d'élection, puisque c'était plus ou moins imposé par le parti unique. Donc malheureusement, c'est un long processus. J'espère qu'au fil de l'eau, nos concitoyens vont être éveillés, vont imposer ce processus transparent, démocratique à tous. Ça, on avance petit à petit. J'espère qu'on va avancer beaucoup plus vite et surtout qu'on ne va pas avancer et reculer, avancer et reculer. J'espère qu'on va aller encore du chemin à faire en termes de démocratie. C'est ce que comment on peut résumer vos propos. Mais bien sûr, sinon on n'allait pas avoir des litiges post-électoraux. Regardez au Ghana, il y a eu des élections, on n'a même pas entendu de bruit. Et on n'avait même pas fini le dépouillement. Le perdant allait féliciter le gagnant. Quand est-ce qu'on a vu ça en Côte d'Ivoire? Quand est-ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire? Il y a des candidats majeurs qui sont mis de côté. En 2000, le ministre Bombé, le président Bédier, le président Alassane n'ont pas pu se présenter. Il n'y a eu que 2 candidats qui sont partis. On a éliminé tous les autres. En 1995, il y a eu le boycott actif parce que certains candidats avaient été écartés. Donc quand je parle de 1995, on parle du PDC. Quand je parle de 2000, 99-2000, on parle du général Robert Gueye. Et là, en 2010, on a eu ces élections inclusives. À quel prix? Il a fallu une guerre civile qui a duré près de 10 ans. Il a fallu la partition du pays. Il a fallu l'intervention de toute la planète pour qu'on ait des élections inclusives. C'est sérieux. Donc l'inclusivité de l'élection ne garantit pas... c'est pas quelque chose, ça ne garantit pas. D'abord, c'est une nécessité. Quand on parle d'élections acceptables, il faut que d'abord elles soient inclusives, elles soient transparentes, elles soient justes, équitables pour tous, que tous les candidats soient logés à la même enseigne, qu'il n'y ait pas de favoritisme au départ. Il faut qu'ils soient transparents pour que tout le monde voit clairement ce qui se passe pendant tout le processus. Comment vous définissez une élection inclusive? Une élection inclusive, c'est quand tous ceux qui sont représentatifs puissent être candidats. Si vous êtes à la tête d'un grand parti politique, vous représentez vraiment une frange majeure de la population, normalement vous remplissez la plupart des critères, en tout cas, j'allais dire démocratiques, pour être candidat. Après, qu'on vienne jouer avec la loi, qu'on vienne jouer avec d'autres leviers, on a vu. C'est la même loi là, la loi fondamentale là, qui a servi à éliminer le président Alassane Ouattara en 2020. C'est la même loi là qui a servi à éliminer le président Ouattara en 1995 et qui a apporté le boycott actif, le boycott de toute l'opposition, qu'on appelle le Front républicain de l'époque. Donc, quand on joue à la loi fondamentale, aujourd'hui, vous savez, ce que je constate, les uns s'opposent, moi je propose. D'autres s'opposent à la candidature du président Alassane. D'aucuns s'opposent à la candidature du président Babo, de Blé-Goudé, de Thiam, et ainsi de suite. Nous, on propose de s'occuper des préoccupations des Ivoirois, de nos concitoyens. Et on propose des réponses, on se propose de régler leurs problèmes.
Voilà ce que nous proposons. Alors, le président de la CEI disait qu'aucune élection n'est inclusive. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, quand on parle d'élection inclusive, on parle d'élection inclusive avec des candidats sérieux. C'est vrai que quand il a raison de le dire, parce que si vous ne remplissez pas, d'abord, si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être candidat. Si vous n'êtes pas représentatif, c'est-à-dire un minimum de sérieux, c'est-à-dire vous n'êtes pas capable même ne serait-ce que d'avoir des petits moyens humains pour mener une campagne, vous ne pouvez pas être candidat. Sinon, on va se retrouver avec 30 millions de candidats. Tout le monde aimerait être candidat à la présidence ou devenir président, pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Donc c'est normal qu'on fasse une sélection. Même pour les élections législatives, on demande un minimum de critères à respecter. C'est ce côté sélectif. C'est pour ça que le parrainage citoyen, je vous dis, dans le principe, je ne suis pas contre. C'est le processus, c'est la méthode que je refute. Et le fait qu'on ne dissocie pas pratiquement ce processus-là de l'élection, du vote, là, ça devient problématique. Parce qu'un parrainage n'est pas un vote. Et un parrainage ne doit pas être exclusif. Et quand vous le rendez exclusif, vous l'assimilez au vote. Or, quand vous l'assimilez au vote, il faut qu'il soit anonyme. Parce que le vote, avant tout, est anonyme. Est-ce que vous redoutez un boycott de l'élection présidentielle par une partie de l'opposition? Mais écoutez, je pense que, encore une fois, nos concitoyens aspirent à avoir une vraie offre politique afin de faire un choix éclairé et afin d'avoir aussi une situation acceptable après les élections, avoir des institutions légitimes. Donc, honnêtement, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la politique de la chaise vide n'a jamais marché, malheureusement. Je dis malheureusement parce que ça peut se justifier. Quand vous êtes face à une injustice, vous êtes tenté même de ne même pas jouer le match. Ça peut se justifier. Mais dans le cas d'espèce, il ne faut pas penser à soi, il faut penser au peuple, il faut penser à sa formation politique, à mon avis. Voilà. Mais je ne vais pas me faire donneur de leçons. Hein. Ça me ferait de la peine aussi qu'on m'exclue pour des raisons fallacieuses. Ça me ferait de la peine. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Quelle est ma personne par rapport à l'État, à la stabilité du pays? Quelle est ma personne par rapport au bien-être de mes concitoyens? Voilà la réalité. Alors, terminons avec ce sujet, le congrès du RHDP qui s'est tenu le week-end écoulé. Quelle est votre analyse de ce congrès? C'est dans l'ordre des choses. C'est une formation politique qui organise son congrès. Il n'y a aucune surprise. Il y a eu le plébiscite de leur champion, le président Alassane Ouattara. Qui n'a pas répondu d'abord à l'appel de ses militants. C'est une décision grave, donc ça mérite quand même un petit recul, ça mérite réflexion. Donc c'est pas surprenant qu'il demande du temps à la réflexion. Vous pensez qu'il va répondre favorablement ou pas? Alors là, je défie quiconque de pouvoir lire dans les pensées du président Alassane Ouattara. Ça, en tout cas, je ne sais même pas cet exercice. C'est pas personnellement. Comment allez-vous positionner face à une annonce de candidature du président Ouattara? Parce qu'on a une partie de l'opposition qui est prête à contester sa candidature en 2025. Laurent Gbagbo l'a fait savoir à travers son mouvement Trop c'est trop. Vous savez, moi j'ai toujours voulu que les principaux protagonistes soient là pour qu'on confronte programme à programme, action à action. J'aimerais pas gagner une élection, on va me dire oui, tel n'était pas là, c'est pour ça que j'ai gagné ou j'ai gagné par défaut. Non, non. Moi, j'ai confiance en mon projet de société. Et je redoute aucun adversaire. Depuis que je suis rentré en politique, je n'ai pas attendu que quelqu'un soit de côté pour me présenter. Je ne parle pas du fait de redouter un adversaire. Je veux savoir pour vous, une candidature du président Ouattara en 2025, elle est légale ou illégale? Mais moi, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas juge pour me statuer sur ce sujet. Et ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Ce débat-là a eu lieu déjà en 2020. Il a été tranché. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Je n'ai rien à dire là-dessus. Je n'ai même pas commenté pour le sujet en 2020. C'est un débat usé. Chacun a son appréciation. Moi, pour ma part, je suis impatient de discuter des idées et des problèmes qui préoccupent mes concitoyens. Et que nos concitoyens puissent savoir qui peut apporter des réponses à leurs préoccupations et à leurs problèmes. C'est ça, et c'est ça l'objet normalement d'une campagne présidentielle. Ce sont des projets qu'on met en compétition.
C'est pas rentrer encore dans des débats de qui va être éligible, on va tripatouiller ici, on va tripatouiller ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et c'est ça qui gênait toutes les tensions et les problèmes après les élections. Et on aurait pu faire l'économie de tous ces problèmes. Honnêtement, on aurait pu faire l'économie. Ce n'est pas encore terminé. J'espère qu'il y aura des solutions qui vont être trouvées pour apaiser l'atmosphère. J'invite en tout cas toutes les formations politiques à participer à ces élections pour le bien de notre démocratie et l'intérêt de la nation, l'intérêt des Ivoiriens. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette interview. Un dernier mot. Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de m'adresser une fois de plus à mes concitoyens. Encore une fois, que Dieu bénisse notre belle nation, que l'unité règne entre tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Djabidja Olivier, député de Zenoula, candidat déclaré à l'élection présidentielle de cette année 2025. Merci et puis on vous souhaite bonne suite. Permettez-moi la répétition pour la suite de ce processus électoral qui doit nous conduire à l'élection présidentielle en octobre 2025. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV.